Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est temps de vous informer sur votre chaîne, mesdames, messieurs, les grands titres de ce journal. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé le projet de budget 2020 à l'Assemblée nationale. Et puis, pourquoi les travaux de construction des sauts des moutons à Kinshasa peinent à s'achever? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, l'homme d'affaires et politicien congolais syndicat Dokolo a tiré sa révérence depuis le jeudi dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme annoncé, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé ce vendredi 30 octobre le projet du budget 2020 à l'Assemblée nationale. De l'ordre de 6,9 milliards de dollars américains, le chef du gouvernement juge ce budget réaliste. Suivez. Nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle, celle de déposer le budget avant le 1er novembre. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté, comme l'exige la loi, en équilibre recettes-dépenses et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23,2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste. Et nous nous engagerons, une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les 2 semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation de recettes, et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Restons à la primature où plusieurs audiences ont été accordées le jeudi dernier par le Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Parmi les personnes reçues figure la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanziza, avec qui Sylvestre Ilunga Ilunkamba a évoqué la question de la non-production des passeports congolais. C'est un reportage de Christelle Genda. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remis jeudi 29 octobre à la salle le président à l'hôtel du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre du budget, le ministre d'État et ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que le ministre de Finances autour de questions liées au bon fonctionnement du secteur de l'enseignement. Notez que, s'agissant des dits secteurs, 58 000 nouvelles unités ont été admises à la paye de ce mois d'octobre. Tout cela, c'est l'illustration des efforts du gouvernement pour résoudre le problème dans ces secteurs. Par ailleurs, le Premier ministre a également reçu le même jour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, autour de questions du passeport congolais. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et la ministre d'État, Marine Toumbanziza, s'impliquent pour solutionner cette question à brève échéance. Changeons de registre. La récente cérémonie des prestations de serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle nommés par le chef de l'État continue de susciter des débats au sein de la classe politique congolaise. Pour André Alain Atundu,
un des communicateurs du FCC, la réception du serment par le président de la République est un passage en force inadmissible. Il s'exprime dans ses propos recueillis des Top Congo FM par Sami Bosongo. Lorsqu'une question comme la nomination d'un haut magistrat, au mépris des principes ou du principe de l'inamovibilité des juges, apparaît comme une atteinte et une entorse à une valeur structurante de la démocratie, à savoir la liberté de conscience et le consensus préalable du concerné, il convient d'adopter une attitude d'humilité face aux faits et un comportement de modestie face au droit pour sauvegarder l'indispensable cohésion nationale. Ainsi, le statut de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions reconnu au chef de l'État interdit aux prestigieux détenteurs de ce privilège de biaiser avec les faits ou de défier le droit par des arguties. Les présidents de deux chambres du Parlement n'ont pas eu tort de faire appel à la conscience républicaine du garant du bon fonctionnement des institutions pour le respect des textes qui nous régissent. C'est pourquoi l'organisation cavalière de la prestation du serment des juges de la Cour constitutionnelle, sur fond de la violation de la Constitution, est un passage en force inadmissible parce que non prévu par notre Constitution et entaché de l'esprit de fraude. En tout état de cause, le passage en force est une issue dangereuse et incertaine qui risque de compromettre la cohésion nationale, l'unité de la coalition FCC-CACH et d'exacerber l'antagonisme ambiant. Il est déplorable qu'à moins de 2 ans, le leadership national, incarné par le président Tshisekedi, ait réussi l'exploit de dilapider allègrement le patrimoine social et le capital de gouvernabilité de l'État, bref, une certaine prospérité léguée par le président Kabila aux populations congolaises. Et puis les coordonnateurs de la nouvelle société civile Jonas Tchombela a annoncé une marche pacifique ce samedi 31 octobre 2020 avec comme objectif soutenir les consultations annoncées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sophia Zaorati nous en dit plus. La nouvelle société civile congolaise saisit l'hôtel de ville de Kinshasa pour sa marche de soutien aux consultations nationales initiées par Félix Tshisekedi, président de la République. Le coordonnateur national, Jonas Tchombela, a informé jeudi 29 octobre 2020 le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, de l'organisation de sa marche pour ce samedi à 9h. Selon lui, cette marche partira du boulevard Triomphal et aura comme point de chute le palais de la Nation où un mémorandum sera déposé au président de la République ou à son cabinet. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé depuis vendredi 23 octobre 2020 aux consultations nationales censées aboutir à une union sacrée pour la refondation de l'action gouvernementale. Liquidation de la Banque internationale au Congo, bien que l'affaire connaît des rebondissements. Le député national Jean-Pierre Liaou a adressé une question orale avec débat au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, qui devrait passer s'expliquer devant les élus nationaux. Espérance Louvounou pour les détails. Une question orale avec débat est adressée au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, par le député national Jean-Pierre Liaou sur la liquidation forcée de la Banque internationale africaine au Congo, BIAC en sigle, une institution financière tombée en faillite. Selon Jean-Pierre Liaou, lors des multiples interventions du gouverneur de la BCC sur la question de la reprise de la BIAC par les investisseurs avec lesquels des négociations étaient en cours, il n'a pas convaincu. Il serait en revanche indiqué que Deogracias Mutombo éclaire davantage les Congolais car la nouvelle procédure annoncée a généré incertitude et ancienneté dans les esprits des concernés. La mise en liquidation forcée de la BIAC, soit notée, a été annoncée le 9 octobre courant par Deogracias Mutombo. En outre, sachez qu'en mai 2016, la BIAC était dirigée par le comité d'administration provisoire de la Banque centrale du Congo. Ce comité avait pour mission de présenter un plan de redressement de cette banque en faillite et ses actifs auraient dû être rachetés par le nouveau repreneur. Ceci devrait aussi apporter des solutions idoines qui, jusqu'ici, semblent ne pas se profiler.
Situation épidémiologique des coronavirus, 53 nouveaux cas de la maladie ont été enregistrés la seule journée du 29 octobre 2020, notamment à Kinshasa, avec 47 cas au nord Kivu, avec 4 cas, un cas au sud Kivu et un autre à l'équateur. Alice Kabangu nous en dit plus. 53 nouveaux cas confirmés, dont 47 à Kinshasa, 4 au nord Kivu, 1 au sud Kivu et 1 à l'équateur. 287 échantillons testés, 2 nouveaux décès de cas confirmés à Kinshasa, 31 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement de la Covid-19 et du lot de patients suivis à domicile, dont 19 à Kinshasa et 12 dans le nord Kivu. Rappelons que, depuis les débuts de la maladie à Covid-19 déclarée le 10 mars dernier, le nombre de cas est de 11 306, dont 11 305 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 307 décès et 10 585 personnes guéries et sorties de centres de traitement à Covid-19. Poursuivons ce journal, mesdames, messieurs, avec ces communiqués qui nous vient de l'INRB. Nous informons au public que le centre de prélèvement Covid Voyage au sein de l'INRB sera momentanément fermé pour des raisons de travaux à partir du samedi 31 octobre 2020. Néanmoins, tous les passagers sont priés d'aller vers les autres centres de prélèvement Covid Voyage INRB, notamment au centre Covid Voyage INRB à l'hôpital du Cinquantenaire, avenue de la Libération, ex-24 novembre à Krasavobo. Centre Covid Voyage INRB à l'immeuble Batetila, au croisement du boulevard du 30 juin, avenue Batetila, dans la commune de la Gombe. Centre Covid INRB à la clinique Ngalima, ouvert à partir du vendredi 30 octobre 2020. Centre Covid Voyage INRB au centre médical de Jekamine, ouvert à partir du lundi 2 novembre 2020, au croisement boulevard du 30 juin et avenue Wangata, dans la commune de la Gombe. Centre Covid INRB à l'hôpital Padia, à Massina, au numéro 2 de l'avenue Mutangi, au quartier 3 dans la commune de Massina. Centre Covid Voyage INRB aux cliniques universitaires de Kinshasa à l'université de Kinshasa à partir du 15 novembre 2020. Fait à Kinshasa le 27 octobre 2020, le directeur adjoint Dr Karemere Bin Chamamba. Et puis la deuxième phase de la campagne de la riposte contre la poliomyélite a été lancée le jeudi dernier dans la province de Mai-Ndombe à Inongo. Et 57% des zones de santé ont été retenues pour cette activité. Christelle Genda pour les détails. La cérémonie solennelle de rendre public le statistique de la deuxième phase de la campagne de riposte contre la poliomyélite dans l'étendue de la province de Mai-Ndombe, Dr Seydou Koulibaly a indiqué que la bataille de la riposte a démontré que 57% de zones de santé ont satisfait aux exigences de la vaccination dans 8 zones de santé et a permis de vaincre la maladie. Par la même occasion, il a félicité et a invité la population à améliorer davantage le score et à maintenir le performance dans la ville d'Inongo. Par ailleurs, 6 autres zones de santé doivent être encouragées pour recadrer leurs troupes et les améliorer pour être de la même longueur d'avance, a-t-il conclu. Notez que cette deuxième phase est la seule qui reste pour pousser la province à être au sommet de toutes les performances. Grâce au plan de redressement établi ensemble, nous voulons une fois de plus donner de nous-mêmes pour combler les déficits constatés lors de la première phase. Dans un autre registre, sachez que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé les activités de son concept Congo au féminin, qui consiste à primer les femmes congolaises qui se sont distinguées dans différents secteurs de la vie politique. À l'occasion, la politicienne Nzuzi Wambombo a été primée parmi tant d'autres femmes. Les commentaires avec Espérance Louvoun. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé jeudi 29 octobre 2020 des activités du concept Congo au féminin. À travers cette initiative, elle entend honorer les femmes qui s'y sont distinguées dans un secteur donné et qui ont laissé les empreintes dans l'histoire du Congo. Congo au féminin, c'est aussi raconter l'histoire de femmes fortes, faire entendre leur voix et leur accorder le mérite de leurs efforts et améliorer leurs conditions de vie. 2 femmes ont été visitées par l'épouse du chef de l'État. Il s'agit de Catherine Nzuzi Wambombo, l'une des femmes politiques influentes de la République démocratique du Congo.
Congo, et Micheline Sassa, première femme colonelle du Zaïre et d'Afrique et actuellement secrétaire générale aux anciens combattants. Par ailleurs, sur la liste de femmes à honorer en 2020, l'année de 60 ans de l'indépendance du Congo, il y a notamment Maman Angebi, première speakerine à la télé Zaïre, Maman Cessé, épouse du fait Maréchal Mobutu. 2 médailles de Congo au féminin leur seront remises en signe de reconnaissance pour le service rendu à la nation. Ici est de noter que ce concept Congo au féminin s'inscrit dans la ligne droite de la vision plus fort de la première dame dont l'objectif principal est de valoriser la femme congolaise. Et puis au Sud Kivu, au moins 16 femmes sont violées chaque jour au cours des 9 derniers mois. C'est un constat fait par les bureaux de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, OCHA. Ramazan et Salomon pour les détails. Au moins 7 femmes sont violées chaque jour au Sud Kivu entre janvier et septembre 2020, selon la note d'information de l'organisation humanitaire OCHA. Cela fait donc un cumul de 4870 cas pendant la période considérée. Encore cette note, le haut plateau de Fizi et Utombo Mwenga sont les plus infectés, puis vient les territoires de Chabunda où des cas de viol massifs de femmes ont été rapportés par la zone de santé Mulungu à Kilumbe, une zone totalement contrôlée par le milicien Raya Mutomboki. Elle indique par ailleurs les femmes déplacées sont les principales victimes de viols par les groupes armés, soit pendant les mouvements des populations, soit pendant que les femmes sortent du périmètre de sécurité à la recherche de la nourriture dans les champs. OCHA indique par ailleurs qu'en dépit de la prise en charge médicale appuyée par l'INFEPA en partenariat avec le DPS et les acteurs de protection à travers la mise en disposition des kits PEP, prophylaxie post-exposition au viol, la grande difficulté reste l'acheminement des kits de bureau et de la DPS vers le centre de santé utilisateurs dans les zones à risque. Disons que les autorités sanitaires provinciales ont rapporté un total de 6140 cas de violences sexuelles, dont 4876 dans le Sud Kivu et 1264 dans le Maniema. On s'est retrouvé donc à plus de 20 cas de viol par jour entre janvier et octobre 2020 dans ces 2 provinces, un bilan très alarmant au terme de femmes violées par rapport à l'année précédente où l'ampleur de violences sexuelles était de 15 cas par jour sur toute l'année. Comme indiqué au sommaire, pourquoi les sauts des moutons annoncés opérationnels avant la fin de l'année 2019 connaissent un ralentissement dans l'exécution des travaux jusqu'à ces jours? Sophia Zaorati et Généros Essengo se sont rendus au saut des moutons en érection sur la place Hassanef à Kinshasa pour recueillir les avis des Kinois, mais aussi des ingénieurs qui sont dans l'exécution des travaux. 19 mois après leur lancement, les travaux de construction de sauts de mouton tournent au ralenti. Pour certains Kinois, cette situation s'explique par le manque de suivi de la part du gouvernement. Si une autorité donne du travail à son travailleur, il faut faire du suivi. S'il y a manque de suivi, le travail ne va pas bien se faire. Et ce n'est pas la faute aux travailleurs, c'est plutôt au gouvernement que revient la faute. J'ai transpiré à grosses gouttes à bord d'un taxi en commun à cause des sauts de moutons. J'ai tellement transpiré, ce qui m'a forcé à descendre du véhicule. Ailleurs, on a fini le travaux, mais c'est seulement ici que ça traîne. Est-ce que ça sera toujours le cas? Les ralentissements de travaux de sauts de moutons est dû au non-paiement des travailleurs et à un manque de suivi de la part du gouvernement. Un conducteur de travaux a déclaré que si le paiement intervient, les travaux prendront fin après 90 jours, intempéries non comprises. Signalons que le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mahoma-Beke, avait rassuré les Congolais que vous fêterez la bonne année 2021 avec le saut de mouton accessible à la circulation. Deux tristes nouvelles dans ce journal, mesdames et messieurs. Sachez que la première concerne l'homme d'affaires et politicien congolais Syndicat Dokolo qui est décédé depuis la nuit du jeudi 30 octobre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ces sources concordantes indiquent que ce décès a été causé par une embolie pulmonaire qui s'est aggravée après une plongée. Suivez.
D'après les dernières informations recoupées par BC Télévision, le décès de cet homme millionnaire congolais de 48 ans aux îles de Dubaï serait accidentel et dû à une embolie pulmonaire ou encore par œdème pulmonaire d'immersion. Ce, après sa plongée en apnée, rapportent plusieurs médias lusophones et notamment l'agence Luisa, DWTV24 et les SIC Noticias. Que connaît-on alors de l'œdème pulmonaire d'immersion? Mal connu, l'œdème pulmonaire d'immersion peut survenir lors d'une plongée en apnée et même durant la natation. Accident sous-estimé, l'OPI se manifeste le plus souvent par une difficulté respiratoire qui peut survenir dès l'immersion mais débute le plus souvent en profondeur et s'aggrave à la remontée. Et pour les cas syndicat Dokolo, amateur et athlète du sport nautique, il a rendu l'âme lors justement de sa dernière plongée jeudi dans l'une de ces îles artificielles des Émirats Arabes Unis où il réside avec sa petite famille depuis plusieurs mois. Victime de sa passion pour ce sport extrême, les secouristes n'ont pas pu le ramener en vie malgré plusieurs tentatives de réanimation, indiquent les sources concordantes. Cependant, le journaliste portugais Luis Garapia, membre du consortium international des journalistes d'investigation dénommé Luanda Leaks, estime que la mort du mari de Isabel dos Santos devrait faire l'objet d'une enquête indépendante initiée par les autorités de la ville de Dubaï où il habitait ces derniers jours. Avant d'ajouter que ce décès a mis fin aux poursuites judiciaires que le régime Lourenço avait engagées contre sa personne. D'une triste nouvelle à une autre, la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale de Kinshasa, RTNC2, a perdu une de ses journalistes en la personne de Ange Trésor Monsengo, présentatrice de l'émission Moringa Talk Show, décès intervenu le jeudi 29 octobre à Kinshasa. Espérance Louvounou et Abel Kassongo ont recueilli quelques témoignages des collègues de l'illustre disparu. On connaît quand elle était d'abord mariée, quand elle était dans son mariage, avant que son mari puisse mourir. Et après, on s'est connus ici à la RTNC comme collègue. Ange Trésor, c'était une fille très bien. Elle était très bien avec tout le monde. Bon, elle nous supportait. Je ne l'ai jamais vue s'énerver. Elle était une fille bien. Elle était vraiment sociable. Ce que moi je peux parler d'elle, c'est ça. Ange Trésor a été pour moi une dame de fer. Je l'aimais beaucoup. Même après sa mort, j'ai continué à l'aimer. Parce que je garde vraiment de très bons souvenirs de ma consoeur là, Ange Trésor. Elle était une dame de fer. Dans notre rédaction, elle était parmi les textes de cette rédaction de la RTNC2 Développement. Vraiment, Ange Trésor, c'est vraiment un choc. Ça va s'effacer, mais pas aujourd'hui, ni même demain. Quels souvenirs? Il y en a beaucoup. Beaucoup, énormes. Ange Trésor, c'était pas d'abord une consoeur pour moi, c'était une sœur, une amie au vrai sens du mot. Alors, sa perte, son décès, comme on le sait, la mort fait toujours mal. On est blessé, mais je ne sais même pas, je veux commencer mon témoignage là. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Là, nous sommes en pleine, on est en train de faire des préparatifs. Comment l'honorer, comment la conduire jusqu'à sa dernière demeure, de façon honorable et de façon, c'est qu'elle mérite en fait, c'est qu'elle mérite. Avec douleur que nous avons eu le message très triste pour la rédaction de la disparition de notre consoeur Ange Trésor Monsengo qui nous a quittés. C'est avec consternation pour une personne que nous avons connue dans ses performances à travers des productions journalistiques. Et ça fait mal au cœur. Voilà pourquoi on est réunis pour voir dans quelle mesure mettre en place le dispositif nécessaire et devant marquer notre présence pour que ce dernier moment qui nous sépare d'elle. Et puis, en dehors de nos frontières, lutte contre le terrorisme. Après l'attentat de Nice du jeudi, le président français Emmanuel Macron n'a pas caché sa colère contre ceux qui estiment que son pays, la France, va ménager des efforts pour combattre les terroristes. Plus de commentaires avec Christelle Genda.
Jeudi 29 octobre, à Nice, la France a été frappée par un nouvel attentat perpétré par un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui a été abattu juste après son forfait. D'après le mot du président français, nous ne céderons rien sur les valeurs qui forment la France, en particulier la liberté de croire et de ne pas croire, a-t-il dit lors de sa descente sur les lieux du crime. Aussi a-t-il condamné vigoureusement l'attaque terrorisme islamiste contre une église à Nice qui a coûté la vie à 3 personnes. Si nous sommes attaqués, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, a ajouté Emmanuel Macron. En conséquence, il a invité le pays à l'unité et à ne céder à aucun esprit de terreur. S'agissant des lieux de culte, le chef de l'État français a annoncé l'accroissement de l'effectif des soldats allant de 3000 à 7000 hommes pour l'opération Sentinelle. C'est une manière de mieux protéger en particulier les lieux de culte en vue de la fête catholique de la Toussaint de ce dimanche 1er novembre. En sport, le tout-puissant Mazembe est venu à bout des Maniema Union par 3-1 le 29 octobre et le même jour, le Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par le FC Renaissance du Congo par un nul vierge. Sami Bosongo pour les détails. Le tout-puissant Mazembe a renvoyé jeudi 29 octobre à ses nombreux supporters l'image qu'ils ont de lui depuis plus d'une décennie au championnat d'élite de la RDC. C'est dans son stade de Kamalondo que le champion en titre a largement battu le leader provisoire de cette phase de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, à savoir Maniema Union. 3-1, c'est le score final de cette rencontre maîtrisée d'un bout à l'autre et dans tous les secteurs par les coéquipiers de Joël Béa. Non loin du stade tout-puissant Mazembe, les ambitieux affichés de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, le FC Renaissance et les Saint-Éloi Lupopo, se sont neutralisés par un nul vierge au stade de Kibasa Maliba. La réussite n'a pas été du côté des cheminots qui ont loupé un penalty. Nonobstant ces résultats, il n'y a pas eu grand changement dans le classement provisoire. Le FC Renaissance et l'association sportive Maniema Union occupent ex aequo la tête avec, curieusement, 7 matchs joués chacun, 3 rencontres remportées par chacun, 3 matchs nuls chacun, 1 match perdu chacun, 9 buts marqués et 7 buts encaissés par chacun, et donc le même goal average de plus 2 et les mêmes points 12. L'AS Vita est 3e avec 9 points et plus 4 de différence de but. Poursuivons ce journal, mesdames, messieurs, avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Merveille Bavabébaye. Poursuivons l'actualité avec la revue de presse, messieurs et dames. Actualité.c qui titre « Motion de défiance contre le gouverneur Maouéja. Je ne reculerai pas face aux intimidations », affirme le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Cette institution n'a pas pu examiner mercredi 28 octobre la motion de défiance initiée contre le gouverneur Maouéja Mouteba suite à l'injonction des responsables de la police nationale congolaise et de l'agence nationale de renseignement qui sont intervenu en pleine plénière. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a affirmé qu'il subit des intimidations suite à la motion de défiance initiée par 5 députés provinciaux qui reprochent notamment au gouverneur Maouéja l'incompétence et la mégestion. Je ne peux pas empêcher la motion de défiance qui est initiée par un collègue député. Le règlement intérieur m'interdit de refuser l'analyse de cette motion de défiance. L'état de droit que nous avons voulu, nous l'appliquons, nous ne faisons pas de compromis avec des gens qui gèrent mal la province, ça ne sera pas chez nous. Nous sommes déterminés pour l'avancement et le décollage de notre province. Je ne reculerai pas face aux intimidations, aux attaques que nous avons connues. Nous avons des nerfs solides, nous sommes déterminés, nous allons y arriver, a-t-il déclaré à la presse. RadioCapi.net de son côté renseigne que à Kinshasa, le centre de santé Vijana dénonce la spoliation de son site. Cet hôpital situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa dénonce la tentative de spoliation de l'espace qu'il abrite par des privés. Le médecin directeur de cette formation sanitaire, Dr Wamba Nice, l'a fait savoir mercredi 28 octobre au cours d'un entretien accordé à Radio Capi. Il indique que les responsables du centre ont été convoqués au parquet général près la cour de cassation pour présenter les titres des propriétés alors que le centre Vijana est une propriété de l'État congolais. Cet hôpital a été construit en 1953, vous imaginez, et une personne vient surgir en 1997 pour dire
dire que c'est sa parcelle. C'est un sérieux problème. Nous avons été convoqués au niveau du parquet général près la Cour de cassation au bureau du procureur général pour une confrontation. Malheureusement, on a ajourné ça parce que on ne connaissait pas le motif de l'invitation. On devrait se préparer pour emmener des éléments de preuve qui montrent que l'hôpital appartient à l'État, a déclaré le médecin directeur de l'hôpital Vijana. Terminons cette revue de presse par cet article de Forum des As intitulé L'ombre du mercato politique. Dans le monde du foot business, le mercato désigne la période des transferts des joueurs. Où et à coût de millions de dollars, des professionnels du ballon rond sont achetés, rachetés, vendus ou prêtés. C'est le chassé-croisé de joueurs entre différentes équipes. Mutatif, mutandis, le landerneau politique RD congolais connaît un autre type de mercato depuis de l'Istre. Il s'agit de ces canulistres anciens. Le Premier ministre avait désigné avec beaucoup d'à-propos par le terme des transhumances cet auto-transfert d'un homme politique de l'opposition vers le pouvoir. Ici, le prix du recrutement est une fonction de poids. Ici, le prix du recrutement est fonction du poids politique de l'acteur. Plus le poisson est gros, plus le prix à payer est élevé. Depuis les années Mobutu, cette règle liée à la valeur marchande de l'homme ou de la femme politique est comme gravée dans le marbre. En somme, même en foot, c'est la qualité du joueur qui détermine le prix de son transfert. On ne se paye pas Ronaldo, Messi, Neymar à vil prix. Des stars de la politique, la RDC en a connu. Et le maréchal Mobutu ne lésinait guère sur les moyens pour les attirer dans son camp. Ainsi naquit le débauchage. C'est ici que s'achève cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ici s'achève ce journal dont voici les rappels des titres. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a déposé le projet de budget 2020 à l'Assemblée nationale. Et puis, pourquoi les travaux de construction des sauts des moutons à Kinshasa peinent à s'achever? Élément des réponses dans ce journal. Enfin, l'homme d'affaires et politicien congolais syndicat Dopolo a tiré sa révérence depuis le jeudi dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Fin complète de cette édition d'information. Je vous souhaite un bon week-end accompagné de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.